Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui sont ces clés qui vont pouvoir faire vivre vos boutiques en ligne, qui sont peut-être déjà en ligne depuis notre première session. Donc nous avons aujourd'hui moi-même, donc je suis Product Marketing Manager sur l'hébergement web et les domaines chez OVH Cloud. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Jessica Copper ainsi que Quentin Abran. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je travaille chez Uberall, une compagnie allemande qui power, en fait, Visibilité Pro, vendue parmi les produits d'OVH Cloud. Visibilité Pro, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme toute simple qui permet aux boutiques en ligne et physiques de mettre les bonnes données au bon endroit sur le net et aussi de gérer la réputation locale. Et bonjour, moi je suis Quentin Abran, je suis cofondateur de l'agence Puppet, qui est une agence de marketing digital qui accompagne les PME mais aussi de grands groupes sur leur transformation digitale. Soit la révision de leur activité digitale, soit la mise au digital avec le design d'écosystèmes digitaux. Donc on va en parler, mais vous allez voir qu'il y a plein de choses à faire sur Internet. Merci. Quentin, qui était d'ailleurs présent, pas pendant le webinaire, mais qui nous a accompagnés sur la première mouture où on était sur la création de la boutique en elle-même, puisque c'était un des trois partenaires qu'on a mis en avant pour accompagner nos clients dans la création de leur site et de leurs applications. Donc, je me permets du coup de faire un tout petit retour sur ce qui s'est pendant cet épisode, la première fois pour ceux qui ne l'auraient pas vu, où on a parlé un petit peu du contexte du e-commerce et les différentes méthodes pour arriver avec un site en ligne, aussi bien sur des solutions type CMS comme du WordPress ou du PrestaShop, ou en partant d'un hosting nu sur lequel on viendrait développer et déposer un site ou se faire accompagner par un acteur comme une agence de communication digitale globalement pour la création et le déploiement et le suivi de ce site. Je vais endosser un petit peu le rôle de débutant dans le e-commerce qui vient d'avoir un site. On va pouvoir passer ensemble avec nos deux speakers sur la journée de l'utilisateur. On parlera bien sûr de ce qui se passe avant même de rechercher un produit ou une marque ou vous-même. On verra ce qui se passe pendant l'expérience d'achat, qu'elle soit online ou offline. Un sujet important qui sera la gestion de notre réputation, des avis. Et enfin, comment évaluer les performances de la boutique et de toutes les actions qu'on aura pu mener dans ce cadre-là. Sans transition, on passe tout de suite avec ce qui se passe avant cet achat. J'ai une première question pour vous, Quentin et Jessica, qui est est-ce que vous pourriez me définir le comportement qui est ce client moderne et comment faire en sorte qu'il vienne sur ma boutique, pour commencer. Alors le client moderne, déjà, c'est un client qui a aboli la frontière entre e-commerce et commerce. La crise sanitaire, elle a particulièrement accéléré cette tendance de fond, hein. On a de plus en plus tous l'habitude dans nos comportements d'achat de pratiquer ce qu'on appelle le ROPO, R-O-P-O. C'est un acronyme pour dire Research Offline Purchase Online. Donc en gros, je fais mes recherches en ligne et je vais acheter en boutique, mais qui a le mérite de fonctionner dans l'autre sens, Research Offline Purchase Online. Je passe en boutique et je vais acheter en ligne pour avoir un meilleur prix, par exemple. Mais voilà, déjà, la caractéristique principale du client moderne, c'est qu'il ne fait plus la différence entre en ligne et en boutique. Ensuite, c'est quelqu'un qui va évidemment avoir une vie digitale très dense. Comme beaucoup de Français, il est sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup de Français, il consulte des plateformes d'avis. Comme beaucoup de Français, il consulte des comparateurs. Il consomme essentiellement aussi tout ce qui va être actualité et news online, puisque pour la première fois cette année, les Français ont plus consommé d'actualités et de news sur Internet que dans les grands médias traditionnels. Et donc, c'est quelqu'un qui passe une bonne partie de sa vie sur son mobile. Et on va voir que c'est très important dans cette abolition de frontières e-commerce et commerce. Jess, si tu veux rajouter quelque chose.
Bah, je pense que tu as bien amené le sujet, hein. Effectivement, j'avais vu une stat de McKinsey qui disait quand même que en 90 jours, au début de la pandémie, on avait eu le taux de croissance du e-commerce qu'il y avait eu les 10 dernières années. Donc, c'est vraiment, vraiment pas négligeable. Et aussi une autre stat, 59% des Français aujourd'hui achètent en ligne. Donc, c'est ultra important. Et comme tu le disais, c'est devenu transparent pour le client moderne de passer de la boutique en ligne à la boutique physique, notamment avec tout ce qui est click and collect, tout ce qui est recherche du bon vêtement ou du bon produit. Et ce qui n'est pas à négliger aussi, c'est que en ligne ne veut pas forcément dire tout le temps international ou global, même si quand on a des ambitions de ce type-là, ça fonctionne plutôt bien. Ça veut aussi dire local. Il ne faut pas oublier que Exactement. 80% sur 2 milliards de recherches sur Google, juste en 2020, il y avait 50% de ces recherches, 940 millions exactement, qui étaient locales. Donc, le client moderne, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il veut quelque chose tout de suite, maintenant. Il cherche sur son mobile et la plupart du temps, il va chercher à proximité. D'accord. Donc merci Jessica. On a donc une notion de social dont on a parlé, cette notion de local. Je me dis que ça fait beaucoup de canaux. Je ne sais pas si je veux aller partout. Est-ce que je peux être sûr quand même de couvrir à peu près tout, mon audience et ses canaux? Comment je peux être sûr d'être au bon endroit avec le bon message? Eh bien, déjà, on ne peut pas tout faire. En tout cas, on ne peut pas tout faire bien. Il faut mieux faire moins de choses, donc être présent dans moins d'endroits digitaux, que d'être partout moyennement. Il faut bien savoir, et là je vais parler pour par exemple le social media. Le social media, c'est un énorme vecteur de trafic pour l'activité e-commerce. Il faut vous dire que par exemple sur un marché comme les États-Unis, ça représente plus de 50% du trafic vers le e-commerce, le social media. Donc, et en France, la tendance va vers ça. On passe notre vie à voir des suggestions de produits sur Facebook, Instagram, Pinterest et que sais-je. Mais l'idée, c'est vraiment de choisir déjà où est-ce qu'on est présent. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre un canal de discussion social media, il faut ensuite l'assumer. Il faut l'assumer en produisant du contenu, il faut l'assumer en animant sa communauté, modérant les avis et ainsi de suite, d'accord? Il ne s'agit pas que ça devienne le déversoir de clients insatisfaits ou de concurrents, parce que malheureusement ça se fait, qui viennent faire de mauvaises prescriptions chez vous, sur votre établissement. Donc déjà, il faut choisir ces terrains de jeu, pour la simple et bonne raison que c'est une activité qui va vous prendre du temps sur votre activité business. Clairement, le temps que vous passez à créer des photos pour Instagram ou le temps que vous passez à créer du contenu pour Facebook, vous le passez pas derrière votre caisse, vous le passez pas à développer votre business, même si ça y participe évidemment. Donc déjà la première des choses, c'est savoir où est sa cible. Chaque réseau social a clairement une audience majoritaire. Je vais prendre ou des sujets en fait sur lesquels ils sont spécialisés. Instagram, ça va être un réseau essentiellement féminin, lifestyle sur une tranche de vie, enfin sur une tranche d'âge 18-35 ans. Là où Facebook et YouTube vont être extrêmement généralistes. Pinterest, il va être très performant sur tout ce qui va être déco, maison, sur tout ce qui va être pâtisserie, cuisine et ainsi de suite aussi. Donc déjà, l'idée, c'est d'identifier où sont vos communautés de prospects potentiels. Choisir les réseaux sur lesquels vous êtes et puis essayer de mutualiser vos efforts sociaux. C'est-à-dire penser la production du contenu à destination de vos réseaux sociaux de manière rationalisée. Si vous êtes sur deux plateformes, par exemple, essayez de penser que Instagram, qui a un format carré un peu plus contraignant que Facebook, donc vous allez vous allez un peu appliquer l'adage de qui peut le plus peut le moins, mais à l'envers. Vous allez prendre le format le plus contraignant pour produire un contenu qui fonctionnera et sur Instagram et sur Facebook et pas faire deux choses différentes. Ça, déjà, choisir ses terrains d'expression, choisir ses terrains de jeu, c'est très très important.
L'autre chose, on parle quand même ici d'e-commerce. Chaque réseau social n'a absolument pas les mêmes capacités médias de e-commerce. Vous allez faire sur le social media des communications qui vont ramener vers votre boutique. Maintenant, tous les réseaux sociaux n'offrent pas la même possibilité et surtout pas au même coût de mettre en avant des produits, de mettre en avant des services. Donc ça aussi, c'est très très important. Il faut se faire soit accompagner, soit aller mettre un petit peu les mains dedans pour savoir finalement ce qui est le plus rentable. L'énorme avantage, c'est que ces plateformes, elles offrent quand même un retour sur performance, une visibilité sur les performances et donc des capacités de pilotage de vos activités commerciales en social media qui sont très 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 poussées comparé à du média traditionnel. Enfin voilà, vous allez avoir le nombre de clics au clic près, le nombre de vues à la vue près et ainsi de suite, avec des outils et des indicateurs de performance très poussés. Donc, vous allez pouvoir rentrer dans une démarche d'amélioration continue, on va dire, de vos activités commerciales. Donc, la première chose, c'est vraiment choisir. La deuxième chose, c'est rationaliser le temps que vous passez à attraper les gens dans leur poche, sur leur téléphone, sur leur plateforme sociale préférée. C'est du temps que vous ne passez pas à faire autre chose. Donc, il ne faut pas être partout. Il faut choisir et rationaliser sa production de contenu. C'est très clair, merci. Et je me dis, Jessica, que tu as peut-être notamment des solutions, toi, de ton côté, pour gagner un peu de temps ou le faire Oui. de manière à l'échelle, peut-être. Oui, absolument. Alors en fait, je vais rebondir un peu sur ce que disait Quentin. Quand on démarre comme ça avec sa plateforme e-commerce et qu'on décide d'aller sur tous les canaux sociaux, locaux, etc., ça peut faire totalement peur. Alors, être accompagné justement par des personnes telles que Quentin pour faire un peu de stratégie de penser en amont, c'est hyper important quand on ne sait pas où aller, quand on ne sait pas quoi faire, etc. Mais ceci dit, c'est pour ça aussi tout à l'heure que je parlais de synergie entre le physique et le local et les marques aussi. On a vu une espèce de transition avec les grandes marques qui sont sur les canaux e-commerce maintenant, qui ont justement ces équipes et cette batterie de personnes justement pour faire de la stratégie, pour choisir le bon canal, pour mettre les bonnes données, les bons posts au bon endroit, faire de la pub, etc. Il est aussi possible pour les boutiques qui ont décidé justement à cause de la crise de passer au e-commerce. On a vraiment les deux cas de figure, hein, d'avoir les mêmes armes, j'ai envie de dire, à portée de doigt. Alors, on peut toujours se faire conseiller par des personnes telles que Quentin, mais quand on n'a pas forcément le temps pour ça, et justement être derrière sa caisse ou en train de faire son propre produit. Si je suis boulangère, par exemple, et que je fais mon pain à partir de 4 heures du matin, j'ai peut-être pas non plus le temps après de parler à 10 000 personnes. Donc, il existe des solutions. Il existe plein de solutions. S'il y en a une, forcément, que j'aimerais conseiller, c'est Visibilité Pro. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette simple plateforme, alors j'aimerais aussi prendre encore un petit peu de recul, il y a deux types de grandes données qui sont importantes. Il y a les données contenues telles que celles qu'on entend en général avec les photos, les posts, les publications, etc. pour la vie autour de la marque, pour se créer la marque. Et il y a les données basiques auxquelles on ne pense jamais et qui malheureusement sont ce qui vont faire la base de ce pourquoi un client va venir et ne pas revenir. Ce sont les données telles que le nom, la bonne adresse, les horaires, le numéro de téléphone, juste un contact en fait. C'est primordial. Le fait d'avoir les bonnes informations. Est-ce que dans la boutique, il y a, je ne sais pas moi, les traitements Covid? Est-ce que c'est ouvert de telle heure à telle heure ou est-ce qu'il y a des horaires spécifiques? Est-ce qu'il y a du click and collect? Est-ce que je peux est-ce que je peux acheter en ligne et rapporter en magasin? Tout ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est ce que j'appelle les données de base structurelles qui sont aussi gérées. Donc, Visibilité Pro est capable de gérer tout ça sur plein de canaux à la fois. Donc, ça va être du Instagram, ça va être du Facebook, ça va être du Google My Business, très important aussi.
Et ça va être aussi tous les annuaires locaux auxquels on ne pense pas forcément, qui sont un peu plus compliqués à gérer, tels que TripAdvisor, Foursquare ou La Fourchette, les horaires et que sais-je, parce qu'il y en a pléthore, en fait, dehors. Effectivement, si on doit choisir de faire soi-même un de ces un de ces canaux, pardon, ben oui, à ce moment-là, il faut en faire un ou deux, parce que sinon, c'est ultra chronophage. Mais si on a envie d'essayer un peu partout d'une manière simple, c'est possible. Et il suffit d'aller sur cette plateforme qui fait tout à la fois. Ceci dit, ça ne remplace pas du conseil, de la stratégie, un peu de pensée sur la manière dont on veut représenter son image. Juste avant d'enchaîner sur la partie suivante, l'autre chose, c'est que là, on s'attarde sur le social media ou sur le local commerce, mais tout ça participe aussi à un enjeu majeur de la recherche, et donc du fait d'être trouvé, qui est le SEO. C'est-à-dire que plus on va multiplier, donc en fait, Search Le Engine, SEO, excuse-moi pour c'est détailler ce que c'est. le référencement, Search Engine Optimization, donc le fait de vraiment remonter correctement sur des positions avantageuses, donc pas en 14e page sur, sur Google par exemple, de manière avantageuse sur des requêtes faites par des prospects ou des clients. Plus on va ramifier, plus en gros on aura de backlinks, tout simplement de liens externes à votre plateforme qui ramènent vers elle. Donc plus Google jugera que vous êtes pertinent sur des requêtes sur lesquelles vous vous êtes positionné. Donc ça Oui, aussi, le SEO, ça participe, c'est-à-dire étudier la sémantique sur laquelle vous positionnez. Je vais vous donner un exemple très concret. Je travaille pour pas mal de grandes pâtisseries, de grands pâtissiers français. En ce moment, on est en train de déployer un e-commerce pour l'un d'eux, et d'instinct, il se serait positionné sur Pâtisserie Paris, puisque sa pâtisserie va ouvrir à Paris. Ça va être une première, ça va être délicieux. En fait, on a mené une étude SEO qui nous a montré que tout le monde est sur Pâtisserie Paris. Tous les grands pâtissiers ont une pâtisserie à Paris, ils sont tous sur Pâtissier Paris. Euh, Par contre, la même étude SEO a montré que sur Pâtisserie française, il n'y avait personne. Étant à Paris, ayant une cible plutôt touristique, donc French Pastry, c'était exactement la même chose, il n'y avait absolument personne. On voit que une requête comme pâtisserie française s'est tapée 6000 fois par mois et il n'y a personne dessus. Une requête comme pâtisserie Paris s'est tapée 16 000 fois par mois et il y a énormément de monde. Mieux vaut faire une étude SEO et prendre 80% du trafic de 10 000 personnes que d'aller dans un univers sémantique hyper concurrentiel qui est pâtisserie Paris et prendre 2-3% d'un trafic qui est le double. Donc, tout ça, partout où vous allez pouvoir être présent ailleurs que sur votre boutique, ça va aussi servir justement ce SEO. Ça ne remplace pas un bon choix SEO, justement, c'est-à-dire comment bien nommer vos catégories de boutique, comment même l'URL de votre boutique, vos descriptifs produits et ainsi de suite. Tout ça, c'est très important parce que ça va vous permettre d'exister sur des territoires et on va faire en sorte qu'ils soient des territoires de recherche, pardon, et on va faire en sorte qu'ils soient le moins compétitifs possible pour que vous puissiez remonter le plus haut possible. Si, par ailleurs, vous êtes en plus sur plusieurs plateformes sociales, que vous avez un marketing local très bien setup et tout ça, bah, a priori, vous allez être bien mieux trouvé que vos concurrents. ouais, D'accord, absolument. c'est clair, merci. J'y vois plus clair en tout cas, même si je me dis que j'ai besoin de vous, quelque part. Non, et l'autre chose que je trouve intéressante dans ce que tu disais, Jess, aussi, c'est que j'avais bien identifié la possibilité d'efficacité que m'offre la plateforme. Il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé et qui sont soit des suggestions, soit des garde-fous. Tu citais par exemple l'achat online et le retour en boutique physique, par exemple. C'est vrai que c'est des interactions entre les deux univers que personnellement, je n'aurais pas forcément anticipé, même en tant que commerçant. Même parfois, sur ce que Jess justement évoquait, il y a des horaires de click and collect en boutique, par exemple, qui ne sont pas les horaires d'ouverture de la boutique. Donc, il peut y Exactement. avoir aussi, voilà, il peut y avoir tout ce genre de choses-là aussi à préciser en marketing local, c'est super important.
Ouais, D'accord. absolument. Mais tout ce qui est, et surtout quand on pense, enfin, quand je fais une recherche, ouais, pour le coup, je suis totalement agnostique de toutes les marques. Je m'en fiche totalement. Et quand je recherche pas marque, je sais pas quoi. Je recherche pâtisserie française près de chez moi. Et après, je vais regarder forcément où est-ce que je peux les collecter, où est-ce que c'est. Enfin, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit de qualité. Et même, on a vu que, notamment pour les Français, le prix n'entre même plus en ligne de compte. Un petit Ouais, peu, et pas autant qu'il y a un an encore. exactement, ouais. D'accord. D'autant Il y qu'il a un y a... chiffre. Pardon. Vas-y, je t'en prie, Sylvain. Non, 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 non. Vas-y, Quentin. Pardon. Non, je dirais d'autant que effectivement le prix a été un petit peu, euh, alors pas gommé, hein, ça reste un facteur important de choix quand même, mais Absolument. la crise sanitaire a fait remonter dans le top des choix en fait, enfin des indicateurs de choix des Français, plein de choses qui étaient avant vraiment tout en bas du classement. Je pense par exemple à la proximité, évidemment, ça c'est monté de manière fulgurante, bien sûr, tout bêtement dû à nos contraintes de déplacement imposées. Euh, la deuxième chose, c'est par exemple les pratiques RSE de l'entreprise. Donc l'engagement, donc la RSE, c'est la responsabilité, on a tendance à dire sociétale et environnementale, mais non, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, dont l'environnement fait partie. Mais c'est très très important, c'est devenu un facteur de préférence en fait. Et les gens sont prêts à payer plus cher pour une entreprise qui va avoir une activité qui va dans le bon sens de la société, plutôt que tout simplement aller chercher le prix le plus bas. Je vous donne un facteur e-commerce ultra parlant. Cette année, Amazon en France fait 7% de croissance, ce qui est énorme. L'ensemble du secteur e-commerce fait 24%. Donc ça veut dire il y a eu un gros Amazon bashing et la moyenne française de croissance de business e-commerce c'est 24%. Euh, Amazon fait plus de 3 fois moins parce que les gens ont pris aussi conscience. Enfin, e-commerce, ça veut pas dire forcément commander à 3000 km de chez soi. Et clairement, c'est quelque chose que les Français ont compris et plébiscitent. Mm. C'est un sujet que je trouve important et qui m'a surpris. Jess a cité un chiffre tout à l'heure qui était sur ces recherches locales et Quentin vient de reboucler dessus, donc je te remercie. Effectivement, la moitié des recherches sont effectuées, les recherches Google sont sur des recherches locales en fin de compte. Ouais, ouais. Euh, c'est Il la y a même une... chose sur les marques où on disait que les recherches étaient très génériques finalement. La pâtisserie, c'est pas la durée, pour en citer une. Est-ce qu'on a une notion de la proportion de recherches qui sont pas spécifiques finalement, qui sont plus sur une industrie que sur un nombre de marques ou de Ah produits? oui, pardon. Oui, effectivement, c'est 80% des recherches se font sans marque. Et les D'accord, recherches qui font avec des marques, c'est en fait, euh, par exemple, typiquement, je suis sur l'univers Mac, Apple. Je ne recherche pas Apple, je vais rechercher un chargeur d'iPhone. Parce qu'on sait tous que le chargeur d'iPhone est compliqué. Mais je ne vais pas rechercher le chargeur d'iPhone dans le magasin Apple nécessairement. Je veux juste celui qui est à côté de chez moi. Donc, c'est vraiment la propension, le déploiement des recherches locales, c'est à déborder même sur les recherches de marque. Mais les recherches de marque, il y en a plus tellement en fait. d'accord. On fait vraiment de la recherche. On veut ce qu'on veut, peu importe la marque. Et comme l'a C'est dit Jess tout à l'heure, il y a ce phénomène aussi du tout de suite. C'est-à-dire que ces recherches locales, elles convertissent, donc elles se transforment en achats beaucoup plus souvent que les autres recherches. Et souvent dans un rayon de moins de 5 km. Donc c'est très très important d'être bien positionné sur des recherches génériques, d'avoir un marketing local très bien setup pour que vous puissiez sortir en top position et bénéficier de cette manne de conversion e-commerce.
C'est très rassurant en même temps ce que vous me dites, parce qu'en tant que petit acteur local, ça me rassure sur le fait que bah, je peux créer de la place pour moi-même et que je ne serai pas forcément noyé sous un e-commerçant dont la marque est installée et qui pourrait me faire de l'ombre localement potentiellement. Donc, Bah, en Oui, fait, ce qui est intéressant avec l'abolition de la frontière entre e-commerce et commerce, c'est que finalement, votre zone de chalandise physique et votre zone de chalandise digitale sur le local, c'est la même chose. Clairement, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu qu'on passe seulement de votre vitrine, bah, vous vous dites que votre vitrine, si je reprends la statistique que je vous ai donnée, un rayon de 5 km, elle est immense. Et encore une fois, si c'est bien fait, on va vous trouver partout. Alors après, il faut corréler ça, et je pense que Jess a des solutions pour ça, mais il faut corréler ça aussi à la notation, qui est un peu un effet, qui est un peu le pendant. La réputation, c'est un peu le pendant justement de ce marketing e-commerce. C'est-à-dire que je vais certes faire ma recherche, je suis bien référencé, mais entre la pâtisserie, pour rester dans ce domaine, 4 étoiles et la pâtisserie qui est notée 5 étoiles, si j'ai pas beaucoup plus loin à marcher, le choix va être vite fait. On l'expérimente pour tous ceux qui font de la vente, enfin qui font de la commande sur Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat. On en citer trois, comme ça je suis super bien. euh, euh, on va tous tendance à avoir choisir, surtout quand ça vient à nous, plutôt que quand on est nous-mêmes en déplacement, ce qui est le mieux noté. effectivement. Tu m'aides du coup pas mal sur ma transition pour la suite, puisque on a à peu près préparé le terrain et il y a quelque chose que j'avais tendance à opposer jusqu'à maintenant, qui était ce e-commerce et la boutique physique que j'avais originellement. Et d'après votre discours à tous les deux, je me rends compte que finalement, il faut le considérer, ou en tout cas avoir cet état d'esprit, cette optique, considérer comme une seule et même chose et qui interagit et sur lesquels, bah, pendant l'acte d'achat, on l'a vu un peu avant, mais pendant l'acte d'achat, effectivement, je vais pouvoir capitaliser sur un espace ou l'autre. Euh, Ma question suivante, du coup, ça va être bah, quel impact, qu'est-ce que je peux faire pour que cette expérience client, aussi bien en ligne que physiquement, cette expérience d'achat, en tout cas, débouche sur un achat, pour Alors commencer. il y a, il y a plusieurs leviers. Déjà, c'est la clarté enfin la cohérence pardon entre l'expérience physique et l'expérience e-commerce. Donc l'idée c'est d'avoir un e-commerce qui est rangé, on va dire comme est rangé, organiser votre boutique. Donc avoir une architecture. Si vous avez un client physique qui a ses habitudes chez lui, il faut que quand il arrive sur votre e-commerce, il retrouve les choses classées de la même manière. Je vais prendre un exemple dans le vêtement. Si vous avez un rayon homme, un rayon femme, c'est pas la même chose que si vous avez un rayon pantalon où il y a les deux genres, et ainsi de suite, d'accord? Donc, vous allez déjà organiser les choses de la même manière. La deuxième chose, c'est qu'il faut lui offrir le même conseil online, a priori. En boutique, vous avez des vendeurs et des vendeuses qui sont là pour conseiller vos clients, accompagner vos clients dans leur achat. En e-commerce, on peut déployer exactement les mêmes mécaniques prescriptives. Donc, il y a deux grandes mécaniques. Il y a le cross-sell, c'est-à-dire dire aux gens, on l'a tous vu aussi, les gens qui ont acheté ce pantalon ont aussi acheté ce chemisier. Okay, comme un vendeur finalement ou une vendeuse le ferait en boutique en disant bah, tenez ceci, ça irait bien avec cela. Pour vous, en plus, c'est une augmentation du panier hein, si ça convertit, donc c'est plus de chiffre d'affaires. La deuxième mécanique, c'est l'upsell. Là, c'est plutôt un conseil pour monter en grade, monter en gamme dans son achat. Je travaille pour pas mal de salles de spectacle aussi. Je vais prendre le Lido de Paris, qui est un des clients qu'on accompagne. Ils vendent du spectacle, du dîner-spectacle. Alors, on va mettre en place une mécanique d'upsell sur un client qui va acheter un spectacle. On va lui dire, pour 10 euros de plus, finalement, vous pouvez bénéficier de l'expérience dîner-spectacle. D'accord? Donc, le conseil, c'est très important. L'architecture rangée de la même manière. Il y a toute l'événementialisation. Vous passez du temps sur vos lieux physiques à faire de belles vitrines, à événementialiser pour Noël, si vous êtes dans le culinaire pour Pâques, que sais-je, voilà, les Black Friday, tout ce genre d'animation commerciale, les soldes, pour ne parler que de ça. Bah, il faut aussi sur la boutique qu'on se rende compte que quand c'est les soldes, c'est aussi les soldes sur la boutique.
Donc, il y a toutes ces mécaniques à mettre en place. Il va y avoir tout ce qui va être service. Et ça, c'est peut-être un des points sur lesquels il faut être le plus vigilant quand on démarre une activité e-commerce. C'est tous les services qui vont être soit spécifiques au e-commerce, la livraison par exemple. Ça va clairement, à un moment donné, quelqu'un qui demande une livraison, c'est quand même vous dans la réserve qui préparez un colis et qui devez l'expédier. Même si vous avez, alors il existe plein de prestataires aussi en livraison, hein, sur lesquels, et nous ça fait partie de ce qu'on propose aussi sur des accompagnements e-commerce, c'est choisir les bons prestataires qui vont faciliter la vie des vendeurs. Encore une fois, chacun son métier. Votre métier, c'est votre activité, c'est pas d'être livreur. Donc, Tu il y a penses la à livraison. des gestionnaires de logistique, par exemple? Je pense à des gestionnaires de logistique, je pense à des grands acteurs de la vie des Français, comme La Poste, comme Chronopost, qui D'accord. ont des solutions e-commerce toutes faites, voilà, avec des choses très bien fichues pour le coup. Hein. On n'est pas obligé de passer dans des entrepôts énormes comme Amazon. Et puis il existe plein de petits acteurs qui font ça très bien, qui sont spécialisés dans les PME et dans les TPE. Donc il y a tous les services particuliers donc au e-commerce, la livraison, mais aussi les services transverses, le click and collect. Un click and collect, ça s'organise. Il n'y a rien de plus catastrophique que d'acheter en ligne pour gagner du temps et de passer 1 heure en boutique à attendre un sac. D'accord, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dans votre parcours client très bien penser. Pareil, c'est un des motifs d'accompagnement de mon activité d'agence, moi. Après, il y a aussi tout ce qui va être service. On parlait de conseil tout à l'heure, tout ce qui va être par exemple chat ou chatbot. Le fait de pouvoir, Jess l'a dit, c'est hyper important en marketing local d'avoir un numéro de téléphone. C'est aussi potentiellement important, ça dépend de votre cœur d'activité, hein, mais c'est très important que la marque puisse vous contacter. Il faut savoir que, pareil, pandémie oblige, Internet est devenu le canal de relation client numéro 1, que ce soit à travers les réseaux sociaux où on va interroger une marque avec laquelle on a un problème ou une question ou on veut dire quelque chose, ou sur leur site Internet directement. Il y a les traditionnels FAQ, donc Frequently Asked Questions, en gros, toutes les questions qui sont posées sans cesse aux commerçants, qui peuvent répondre aussi à cela. Et puis enfin, la politique de prix ISO, ça c'est très important. Faut pas qu'il y ait un écart de fou entre les prix en magasin et les prix en ligne. On vous a dit, hein, les publics, les prospects, les clients, ils circulent de l'un à l'autre. Donc avoir une politique de prix très différente, ben, ça peut encourager en fait plus le physique que l'e-commerce ou l'inverse. Donc ça c'est clé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir, et ça fait partie de l'animation commerciale, des exclusivités Internet ou des exclusivités boutiques. Ça c'est même fortement encouragé. Et puis le point moi qui me semble le plus important, c'est d'arriver à avoir un parcours boutique en ligne, boutique physique, sans couture. C'est-à-dire, et ça va passer par la fusion des bases de données clients en fait. Vous proposez, en gros, un client online et un client boutique, c'est le même chez vous. Pour la fidélisation, si vous avez par exemple un programme de fidélité ou ce genre de choses, il ne faut pas qu'il ait 2 comptes. C'est assez catastrophique. Pour l'expérience client, il faut que quelqu'un qui consomme chez vous en ligne, qui passe en boutique, qu'il soit reconnu, et l'inverse doit être vrai aussi. Donc ça, c'est un petit peu technique, mais souvent ça passe par effectivement de la fusion de bases de données de vos clients online et de vos clients réels. D'accord. Ce qui va me servir aussi beaucoup post-achat, j'imagine. À moins que Jessica ait quelque chose à rajouter sur la réponse Ah non, plutôt c'était très complète de Quentin. Ce que Merci. j'adore avec ces webinaires, c'est qu'on apprend toujours, même en étant panéliste. Donc, On est d'accord, c'est passionnant. Merci. Sans transition, du coup, on va passer à ce qui se passe après cet achat parce que je me dis que j'ai réussi à faire une vente, on va dire, ou quelques ventes. Ça ne s'arrête pas là quand même. Je me dis que c'est pas une vraie finalité cette vente. Qu'est-ce que je fais ensuite? Pour le coup, je parlais de la fusion des bases de données. C'est ça. Fidéliser, voilà. Si vous êtes en mesure d'activer, vous considérez votre clientèle e-commerce et votre clientèle physique comme une seule et même clientèle dans des bases de données fusionnées,
vous allez pouvoir les fidéliser, les récompenser via un programme de fidélité ou via des actions CRM, donc des envois de newsletter, des envois d'emails, des envois de promos, ce genre de choses. L'autre chose, c'est que vous passez en magasin, vous arrivez en caisse et la personne à la caisse va vous dire ah ben vous avez tant de points. Ce qui vous fait 5 € de réduction immédiate en caisse. Je prends un exemple au hasard. L'idée, c'est d'arriver à reproduire aussi la même chose sur l'expérience e-commerce. On a souvent sur les sites e-commerce des parties mon compte, tout simplement parce qu'on va renseigner des données bancaires et ce genre de choses-là, ce qui n'est pas une obligation, hein, encore une fois, mais quand on essaie de fidéliser une clientèle, c'est toujours bien. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux consommateurs online de, dans cette partie mon compte, voir où il en est de sa fidélisation et voir les avantages que ça lui propose. On peut même aller très loin et proposer finalement un affichage personnalisé en fonction de l'état de la fidélité du client. Si c'est un très gros acheteur, faire varier tous les prix que pour lui en fonction de son statut de fidélisation. Donc ça, c'est de la récompense immédiate qui va encourager l'achat et le réachat. Après, il y a pour fidéliser aussi tout ce qui va être prescription. On a tous l'habitude, c'est un best practice, et on est même très inquiet si ça n'arrive pas, de recevoir un mail de confirmation qui va dire merci Jessica, vous venez de commander ce magnifique pantalon sur notre boutique. Suivez votre livraison en temps réel en cliquant ici. Et ben, une autre bonne pratique, on parlait de la prescription, donc de la notation qui est très importante, c'est de renvoyer quelques jours après la réception de l'achat, par exemple, ou le click and collect, des mails qui vont inciter vos clients à évaluer la qualité de la prestation. Ça sert pour plusieurs choses. Déjà, ça sert à motiver les gens contents à aller contribuer sur les plateformes d'avis, parce qu'il y a plus de gens pas contents que de gens contents qui vont contribuer sur les plateformes d'avis. La deuxième chose, c'est que ça va vous aider aussi à avoir un retour d'expérience, puisque une cliente ou un client pas content en boutique, vous allez le savoir tout de suite. Derrière son écran, vous ne le saurez pas. Donc, ça va vous permettre à améliorer votre expérience, d'avoir un retour et un avis sur ce que vous proposez. Donc, ça aussi, c'est très, très important. Et ensuite, sur les mécaniques de relance, bon, il existe 1 milliard de choses à faire. Hein. Pour le coup, c'est très vaste. Mais voilà, ça peut passer par du mailing, ça peut passer par plein de choses. Et pour parler des avis, d'ailleurs, là, je m'adresse plutôt à Jess. Je sais que ta solution permet, encore une fois, d'industrialiser un peu la gestion de ces choses-là, parce que sur ma boutique, des avis, j'en reçois aussi bien par ceux que je demande que par des flux, des moteurs, des comparateurs. Je sais que c'est essentiel. Tu m'as partagé quelques chiffres, encore une fois, sur l'impact qu'ont ces avis. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et m'aider à gérer tout ça, en tout cas? Alors effectivement, hein, on en parlait en début de webinaire. Ça peut être un peu compliqué parfois d'avoir tous ces réseaux, tous ces canaux, tous ces annuaires, parce qu'on appelle ça des annuaires en ligne à gérer. Avec certains ont des avis avec seulement des étoiles, certains ont des commentaires. Ça peut faire peur aussi parfois de gérer tout, parce qu'on en a de plus en plus, tout simplement. Toi, moi, je disais pour la petite histoire que il y a peut-être 1 ou 2 ans, je regardais jamais les avis. Je suis plutôt individualiste dans la manière dont j'achète des choses. Je me dis, si ça me plaît à moi, ça me plaît à moi. Et puis ça a changé. Ça a juste changé au cours de cette dernière année parce qu'on est plus à la maison, parce qu'on est plus à regarder. Parfois, on n'achète pas forcément, mais on regarde. Et puis, les avis font un rôle de prescription. Et on peut le voir, hein, 88% des consommateurs font autant confiance aux avis qu'aux recommandations de leurs amis. C'est énorme, c'est énorme. Et effectivement, donc ça peut faire peur à quelqu'un qui est nouvellement sur une boutique en ligne d'avoir à gérer ça, et surtout les avis négatifs. Il n'y a pas de quoi avoir peur, au contraire, il faut dire merci à la possibilité de comprendre ce qui plaît, mais aussi ce qui ne plaît pas.
tout simplement. Et une stat aussi qui est hyper intéressante, c'est de savoir que on a fait une étude l'année dernière chez Uberal. Je ne sais plus combien il y avait de clients exactement, mais c'était quand même un peu plus de quelques centaines. Et 80% d'entre eux admettaient que si ils avaient émis un avis négatif qui avait été répondu en temps et en heure, et forcément poliment, hein, avec des explications par le gérant de la boutique, ils changeaient la note, voire ils retiraient l'avis, tout simplement. Donc, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes à savoir quand on gère sa boutique en ligne. Et effectivement, donc, Visibilité Pro permet d'agréger tout ça, tous ces avis, toutes ces notes dans une plateforme super simple et d'y répondre directement. Peu importe d'où ça vient, on y répond, c'est assez facile. On se fait des notifications sur les avis négatifs, on se fait des notifications sur les avis positifs parce que ça fait du bien aussi. Et c'est possible. Mais il existe aussi d'autres solutions par ailleurs. Donc, Oui. et sur la dernière note concernant les avis, je voulais juste te dire que aussi en termes de prescription, on est humain, il y a ce qu'on appelle un biais cognitif en fait quand on va chercher un produit en ligne et si on ne voit que des avis positifs, on a tendance à penser que c'est faux. Donc quelques avis négatifs, Que c'est c'est pas des très avis qui grave. auraient été achetés, par exemple. C'est plutôt ça. Exactement, Ouais. exactement, exactement. Tout ce qui est trop beau pour être vrai, on n'y croit pas. Donc quelques avis négatifs auxquels on voit que la boutique a répondu, a pris le temps de répondre, etc. C'est de l'engagement en fait, c'est de la gestion de réputation locale, sociale ou peu importe la manière dont on l'appelle, hein, c'est de la gestion de marque qui est très important pour le consommateur moderne. Donc, objectif 4,8 étoiles sur 5, c'est mieux que 5 finalement. Ouais. Mais c'est intéressant. Je le note pour moi-même également. Bah, ça fait plus Merci. vrai. Pardon, j'ai pas entendu. Non, je disais que ça fait plus vrai, tout Oui, c'est simplement. vrai, c'est juste, ouais, tout à fait. Ça Et puis on aime crédibilise les bien, avis. on aime bien un petit peu les choses un peu écornées, surtout, Mm. surtout nous Français. D'accord, intéressant. Quentin, je vais te proposer un petit exercice parce qu'on a parlé de beaucoup d'actions, beaucoup de choses différentes qu'on pouvait faire et j'aimerais bien savoir. Alors, l'exercice que je te propose, c'est de revenir un peu sur tout ça parce que j'aimerais bien savoir comment évaluer si toutes les actions que j'ai menées en dehors du lien direct sur mon revenu, quels sont les impacts de ces actions? Tu as parlé d'optimisation des moteurs de recherche, de SEO, d'ergonomie, d'achat. On n'a pas beaucoup parlé de sécurité sur les plateformes online, mais c'est aussi quelque chose auquel je pensais. Et puis, les actions marketing, ma concurrence, est-ce que tu saurais m'indiquer ou me conseiller à ce sujet-là? Bah, déjà, on a parlé de pas mal d'actions déportées en dehors de votre boutique. Ouais. Local marketing, social media et ainsi de suite. Euh, Effectivement, dans le pilotage de son activité e-commerce, il est très très important de voir d'où viennent les gens. Donc visualiser le trafic de votre site. L'idée, c'est de se dire, si je passe un temps fou à faire du Instagram, mais que ça me rapporte que 2% de mon trafic, alors que je passe très peu de temps à faire du Facebook, mais que ça m'en rapporte 45, ou si je dois choisir entre l'un et l'autre, ben déjà, tout simplement, visualiser les sources de trafic, ça va nous permettre de tout bêtement choisir où est-ce qu'on porte son effort en tant qu'e-commerçant. Ou alors, où est-ce qu'il faut mettre les bouchées doubles pour le développer. Okay, il y a ça aussi. L'autre chose qui est croisée avec les sources de trafic, c'est la manière dont on est recherché et trouvé. Donc, c'est le suivi du référencement. On va s'apercevoir que, justement, je vais reprendre mon exemple, on pensait vraiment en tant que pâtisserie à Paris être cherché sur Pâtisserie Paris. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est très recherché sur Paris, pâtisserie 13e arrondissement. Okay, et pourtant, on n'a pas du tout d'activité SEO dessus. Donc peut-être que c'est intéressant de voir comment les gens nous cherchent pour remonter finalement sur des requêtes qui sont faites et qu'on n'avait pas envisagées.
pareil, c'est intéressant de voir comment la concurrence, et pour le coup, il y a tout un tas d'outils qui permettent de scouter un peu, d'espionner un peu ce que fait la concurrence et comment elle se positionne. En tout cas, si ce n'est finement d'avoir des indicateurs de charge pour savoir si une position SEO, donc de recherche de mots-clés, est très 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 squattée par le marché ou pas. Donc le suivi de votre référencement, c'est très important. Je pense aussi à un lancement de produit. Par exemple, vous développez un nouveau produit ou un nouveau service, ça va permettre de savoir si déjà c'est connu, si vous êtes recherché comme ça. Donc peut-être mettre l'accent sur des communications pour parler de ce nouveau produit ou de ce nouveau service, pour rentrer dans le panel de recherche sur ces mots-là. Mais en tout cas, voilà, c'est très important de suivre le référencement. Ensuite, comprendre le parcours client et mieux gérer les pages de votre site, c'est la même chose. Enfin, en gros, c'est l'avant et l'après. Comprendre votre parcours client, quand vous savez d'où ils viennent, où ils atterrissent, donc ce qu'on appelle des landing pages, sur quelle page de votre site majoritairement vos clients arrivent. Et une fois qu'ils arrivent, est-ce qu'il y a un taux de rebond, donc un taux de j'arrive et je repars directement, très très important. Ça, c'est très important pour optimiser ces pages-là, parce qu'il y a des pages qui vont être, par exemple, la page d'un produit star. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément la homepage qui est la page la plus visitée. C'est souvent le cas, mais c'est possible que ce soit pas la page d'accueil qui soit la page la plus visitée. Donc déjà, comprendre où est-ce que vos clients arrivent majoritairement, c'est important, parce que ça va vous permettre aussi, par exemple, d'organiser à partir de cette page qui n'est pas forcément la page d'accueil, d'optimiser la navigation des clients dans votre site internet. D'accord? Si vous avez un produit star ou un service star et que beaucoup de gens arrivent sur cette page-là, eh ben, c'est peut-être intéressant de la penser justement comme une page d'accueil qui va proposer un service en plus, qui va proposer un produit en plus, qui va dire découvrez notre réseau de boutiques, la boutique la plus proche de chez vous, ce genre de choses-là. Donc, comprendre le parcours de vos clients, c'est très important. On sait où ils arrivent, on sait combien de temps ils passent sur le site, on sait s'ils repartent et s'ils repartent très vite, pourquoi. Est-ce que je les fais arriver sur la mauvaise page? Est-ce que la page met tout simplement trop longtemps à charger? Est-ce qu'ils arrivent majoritairement en mobile et mon site n'est pas optimisé correctement pour? Voilà, ça va permettre de soulever plein de problématiques dans le parcours de vos clients ou de confirmer des choses que vous avez bien fait aussi, hein, idéalement. Mais ça va permettre vraiment d'optimiser du coup la gestion de vos pages et le design de vos pages, donc la circulation de vos clients sur vos sites e-commerce, donc la transformation. Nous, on fait beaucoup de refonte de sites e-commerce et souvent quand on améliore donc ce qu'on appelle le UX, donc User Experience, donc vraiment la structure des pages et qu'on le traduit en UI, donc en gros en web design, avec un web design bien amélioré, on fait des augmentations de taux de conversion de plusieurs points. C'est-à-dire que c'est pas du tout négligeable. Je vais prendre, j'ai un client qui est un cabaret à Paris. On lui a fait passer son activité e-commerce. L'e-commerce représentait 2% de son CA global. Après la refonte, c'est devenu 25. Donc voilà, c'est avec un site bien pensé, tourné à l'international. Pareil, ça peut-être, alors ça s'applique moins au business local, bien que vous allez peut-être vous apercevoir, parce que vous êtes à Paris dans une zone touristique ou dans une ville de province dans une zone touristique, vous allez vous apercevoir que vous êtes très recherché par des Espagnols, des Anglais, des Portugais, ainsi de suite, que sais-je, ou une site touristique japonaise. Ça va peut-être vous permettre de vous dire, ok, je vais faire mon site en 2 langues maintenant, ou en 3 ou en 4. Voilà, donc toute la statistique, et OVH Code, pour le coup, a un module de statistique natif qui est plutôt bien fichu, qui vous permet de voir tout ça, de base. Oui, merci d'ailleurs d'en parler. Je me permets un aparté puisque tu le mentionnes. On aura une session de webinar public aussi spécifiquement à ce sujet sur notre outil de statistique et quelles données regarder, comment les interpréter. Et les plus importantes, comme tu le disais, c'est natif et il n'y a rien à déployer, c'est avec nos hébergements. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on aimerait pouvoir accompagner nos clients aussi dans cette utilisation. Je crois que ma présentation a sauté, je vous la remets dans un instant. Merci beaucoup.
Je sais pas si tu as des choses à ajouter à ce sujet, Jessica, mais sinon, je pense qu'on peut passer à vos questions. Pour moi, on a bien fait le tour. J'avais beaucoup de questions pour vous avant de commencer. J'en ai beaucoup, beaucoup plus pour moi maintenant en tant qu'e-commerçant. À tous nos participants, n'hésitez pas à envoyer nous vos questions. On en a déjà quelques-unes qui sont arrivées. On va commencer à les prendre dans l'ordre sur le temps qui nous reste. J'en ai une première qui est assez générale, qui est précise dans le texte, mais très large, j'imagine, dans la réponse et qui est arrivée assez tôt. Donc peut-être qu'il y a eu des éléments qui ont été donnés depuis. On nous dit que cette personne a créé une boutique en ligne de lingerie. Ça fait un mois environ que cette boutique est en ligne. Il y a une activité en social puisqu'ils ont 242 abonnés sur Facebook, mais pas de commande. Une seule commande pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller en action immédiate? Ben, pour le coup, c'est effectivement une question très très large. C'est ce que Il y a j'allais plein de dire. choses à faire. Si on commençait un petit peu dans l'ordre avec tout ce qu'on vient de se dire, déjà, ce serait de regarder effectivement les statistiques. On parlait là de la mesure des performances, les statistiques de la boutique pour voir comment les clients déjà si la boutique est visitée, parce que peut-être qu'en fait la boutique elle existe, mais elle est peut-être pas visitée. Si elle est visitée par les bonnes personnes, si elle est visitée, quel est le comportement tout simplement des gens qui la visitent. Est-ce qu'ils restent longtemps? Est-ce qu'ils arrivent et repartent tout de suite? Auquel cas, on va peut-être trouver qu'il y a un problème technique, tout bêtement, qui empêche les gens d'accéder à cette boutique. Et en fonction de ça, on pourra établir une stratégie qui soit de communiquer plus, soit d'avoir une action technique ou une action de parcours utilisateur, tout simplement pour essayer d'optimiser le business de la personne. Après, ça met du temps. Hein. Il faut pas aussi se dire un mois finalement sur Internet, c'est peu. Alors, on a un peu cette idée de se dire allez, j'ouvre sur Internet et c'est parti. Non, non, ça met du temps pour être référencé, ça met du temps pour être trouvé, ça met du temps pour être prescrit et ainsi de suite. Donc, accrochez-vous, je pense. Et l'idée, c'est vraiment déjà peut-être de d'aller regarder les statistiques de la boutique pour voir si c'est un problème de fréquentation ou pour voir si c'est un autre problème. D'accord. Merci Quentin. On nous demande également, question très concrète, est-ce que vous nous conseilleriez de faire apparaître un feed Instagram directement sur la page d'un site, en homepage pour l'animer? Moi, j'ai tendance à dire non. Il y a quelques années, j'aurais dit oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous êtes cassé la tête en tant qu'e-commerçant à faire venir un client sur votre site et vous allez le renvoyer chez Facebook Group à travers une belle photo Instagram. Quand le client est chez vous, vous le gardez chez vous. Vous n'organisez pas de pont pour le faire sortir et le faire acheter potentiellement ailleurs. C'est pas Instagram, vous n'êtes pas une source de trafic d'Instagram, ils en ont largement assez, croyez-moi. C'est plutôt à Instagram de vous ramener du business et pas à Exactement. vous d'en envoyer. Exactement. Exactement, En plus, maintenant, il y a des moyens de paiement qu'on peut mettre sur la page Insta, etc., InstaShop. exactement, En fait, faut pas faire les choses retournées. Instagram ouais, doit envoyer du contenu, enfin des visiteurs et des acheteurs potentiels vers le site et pas l'inverse. tout À à moins que fait. le but, c'est d'avoir un beau site, mais je pense que le but d'un site, c'est pas d'être beau, c'est d'être efficace. Et être beau, Exactement. Très juste. Encore une fois, c'est comme si vous aviez une belle boutique physique et que vous disiez, mais tout est possible, vous pouvez tout commander sur Amazon. Bon, bah, vous voyez que ça tombe pas, c'est pas possible, quoi. Enfin, et c'était une tendance. Ça l'est plus du tout, ok? Le pouvoir est à vous maintenant. Quand vous oui, vous êtes encore une fois cassé la tête à faire venir quelqu'un sur votre site internet, gardez-le. N'aménagez pas de pont de sortie. ouais, exactement. Merci. Il nous reste encore un petit peu de temps. J'ai une future boutique en ligne. J'aimerais vendre uniquement des produits digitaux. Ce sera des e-books, du PDF, des cours en ligne, des vidéos, etc., j'imagine. Est-ce que vous avez des conseils complémentaires ou spécifiques par rapport à ce qui a été dit, qui était aussi très axé sur une boutique physique et du local? Est-ce qu'il y a des points de vigilance aux différentes étapes, avant, pendant, après, comme on l'a vu sur ce type de e-commerce purement électronique pour le coup? Mhm. Alors, il me semble que
vous, votre concurrence, elle va être sur le moyen, c'est-à-dire que ça va être les App Store, en fait, qui, à mon avis, risquent d'être assez concurrentiels pour vous sur ce que vous proposez. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut s'inspirer de l'existant et faire en sorte de copier, parce que de toute façon, tout le monde se copie, hein, et Internet avance comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui posent des standards, et ensuite, justement, ça devient des standards, parce que les gens s'en emparent, et du coup, faut pas réinventer la roue. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est il y a déjà d'énormes acteurs de diffusion de supports digitaux. Donc déjà, pour votre plateforme, inspirez-vous des bonnes pratiques que ces acteurs ont installées dans la tête de leurs clients. Et après, je pense que votre différence, elle sera sur votre catalogue, j'imagine. Donc, si on se retrouve, si c'est aussi facile sur votre boutique d'acheter un produit digital que ça l'est chez un grand acteur du secteur, pardon, eh ben, je vous dirais de mettre l'effort sur le contenu, pour le coup, et pas le contenant. Le contenant, c'est-à-dire comment ça marche, comment je clique où pour télécharger machin. Inspirez-vous des gens qui font des très gros acteurs qui font ça très bien. Comme ça, quand un client arrive chez vous, ben, il peut se concentrer uniquement sur la valeur ajoutée de votre offre et pas se prendre la tête à acheter, parce que finalement, il se retrouve dans une expérience digitale qu'il maîtrise déjà, et il a juste à porter son attention sur la qualité des produits que vous proposez. D'accord, merci. Effectivement. On se permet d'en prendre une toute dernière, si vous voulez bien. On va dépasser de 5 minutes, mais c'est pour la bonne cause. Un conseil rapide pour organiser la recherche par mots-clés sur le site. Comment, pardon? Si vous avez l'organisation ou la catégorisation, la hiérarchie, j'imagine, de contenu de recherche par mots-clés depuis le site. Donc, j'imagine un champ de recherche ou l'aide à l'utilisateur à trouver mes produits, les catégories de produits. Je pense que c'est ça la question. Alors, j'ai envie de dire que ça dépend de la profondeur de gamme. Si la personne vend des centaines de produits, ça peut être intéressant. Si la personne vend des dizaines de produits, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que un moteur de recherche, c'est en tout cas les moteurs de recherche modernes, c'est très compliqué à entretenir parce qu'un moteur de recherche moderne, il va apprendre de ce que les gens tapent aussi. On peut se retrouver avec des effets de bord en quelques mois qui sont pas du tout ceux auxquels vous vous attendriez. Typiquement, c'est le produit le moins cher qui va toujours remonter quand on tape pantalon, alors que des pantalons, il y en a 50 différents. Voilà, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de la profondeur de gamme. Comme le feed Instagram, le moteur de recherche, non, c'est plus une bonne idée. Si vous vendez des milliers de références ou des centaines de références, encore une fois, pourquoi pas? Mais on privilégierait, pardon, à mon sens, ça s'appelle des RIA. C'est compliqué de vous expliquer ce que c'est, mais en gros, c'est des interfaces qui vont remonter par filtre plutôt que par mots-clés. Comme ça, vous maîtrisez en fait les catégories dans lesquelles vous rangez les choses, des sélections de produits. C'est ce que vous avez sur Asos, c'est ce que vous avez sur tous les grands sites marchands où vous allez sélectionner femme, pantalon rouge, et paf, il va vous sortir tous les pantalons rouges qu'il a. Vaut mieux privilégier ça, c'est plus facile à entretenir qu'un moteur de recherche. Tout en enrichissant, du coup, la recherche en elle-même. Absolument. Et puis l'idée, c'est multiplier les pages. En fait, d'avoir un moteur de recherche, les gens vont naviguer essentiellement dans votre recherche, en fait. C'est-à-dire, votre page de recherche, il y a de grandes chances, votre page de résultats, il y a de grandes chances que ça devienne la page la plus consultée. Or, c'est une page qui est dynamique. Donc, en fait, c'est une page qui n'a jamais le même contenu. Donc, c'est pas très bon pour le SEO non plus, en fait. Merci. Et merci à tous pour votre présence aussi aujourd'hui. On va boucler notre session là-dessus. Merci beaucoup Quentin, merci beaucoup Jess, aussi Merci bien à vous. pour votre présence, vos conseils et tout ce que vous avez pu nous apporter pendant cette session. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt.